3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Yo, comment allez-vous? Déjà, je veux vous lâcher un énorme merci par rapport à la façon dont vous avez reçu ma dernière vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien là-haut. C'est le truc le plus important que j'ai sorti de ma vie et c'est génial. Vous êtes déjà plus d'une centaine à m'avoir fait un don sur Tipeee et vous avez spammé Utip tout le week-end. Vous êtes des malades et c'est trop kiffant. J'avais dit que c'était que les vrais de vrais. Du coup, je compte sur vous, il faut rien lâcher. C'est un marathon et même si le départ s'est encore mieux déroulé que prévu, la route est encore longue. Alors je compte sur vous pour soutenir la chaîne et l'aider à passer la deadline de juin 2021, c'est dans la description que ça se passe. Là-bas, il y a tous les liens essentiels et je vous invite à cliquer dessus parce que vous l'avez compris, mon futur dépend en grande partie de vous. J'aime toujours autant dire ça, mais c'est tellement vrai. Mais bref, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. Parce que oui, comme prévu, c'est bel et bien un nouvel overtime que je vais vous proposer. Alors je sais pas si vous avez vu, mais mercredi j'ai commencé une toute nouvelle série, une série qui s'étale sur 30 semaines. Mon objectif est simple, aborder chaque franchise une par une pour élire quels sont leurs 6 moments les plus marquants all-time. Yes, c'était lourd quand t'as fait ceux de Boston la semaine dernière. J'avoue, j'ai kiffé, commencer par une franchise qui a 17 titres comme les Celtics, c'était hyper intéressant. Franchement, ça a été dur de ne garder que 6 moments, mais finalement j'ai réussi et je suis plutôt fier du résultat. Ouh yeah. Du coup aujourd'hui, comme vous l'avez tous vu sur la miniature, c'est des Warriors qu'on va parler. Et ouais, eux aussi ont été créés en 1946 et dans leur histoire ils ont remporté 6 titres. Franchement, même si ce n'est pas autant que les Celtics, c'est bien huge aussi. Pour être précis, sachez que jusqu'en 1962, l'équipe évoluait à Philadelphie avant de déménager en Californie. Ah ouais, avec une telle histoire vieille de 75 ans, il y a dû y en avoir des bons moments. Ça tu l'as dit, et tu n'imagines même pas le nombre de bons joueurs qui sont passés par les Warriors depuis leur création. Du coup, encore une fois, il a fallu faire des choix. Ils n'ont pas tous été simples, mais je suis capable de les assumer. Il est donc temps de vous les présenter. Sauf qu'avant de commencer, je dois vous dire de me rejoindre sur Instagram. Là-bas au quotidien, j'y présente le complément idéal à cette série, mes all-time teams. Le projet est simple, chaque semaine je me charge d'une team et je dévoile quel est pour moi le meilleur roster possible all-time. Le lundi, j'élis le coach, du mardi au samedi c'est au tour des titulaires et le dimanche je donne les noms des 7 remplaçants que j'ai choisis. J'en suis déjà à la semaine 6 et perso j'adore. Puis ne vous inquiétez pas si vous avez loupé votre team préférée car tout est sauvegardé dans mes stories à la une. Nickel non, du coup j'espère que c'est capté, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur Instagram. Alors maintenant let's go, je pense qu'avec ça on a fait le tour. C'est parti pour les 6 meilleurs moments all-time de l'histoire des Warriors. Pour commencer à la place numéro 6, je veux vous parler d'une période assez récente qu'on appelle le Run TMC. Récente, ça a quand même 30 ans. Ouais, j'avoue, mais tout ce que j'ai vécu en live ou pas loin, moi, j'ai l'impression que c'est récent. T'en fais pas, un jour, j'arriverai à l'assumer que je suis plus tout jeune. Mais bref, revenons à notre Run TMC, et pour ceux qui ne savent pas, il s'agit d'un trio. Un trio forcément qui courait, composé de Tim Hardaway pour le T, Mitch Richmond pour le M et Chris Mullin pour le C. Si ce dernier était à Oakland depuis longtemps, depuis 1985, et que Richmond les a rejoints en 1988, c'est en 1989 avec la draft de Tim Hardaway que le Run TMC a commencé à sévir. Coaché par Don Nelson et drivé par ce trio au potentiel offensif hors du commun, l'équipe de Golden State a alors enchaîné les cartons. Avec le Nelly Ball, le jeu up-tempo créé par Don Nelson, les Warriors couraient à n'en plus finir. C'est ainsi que dès la première saison de leur association, les 3 coéquipiers permirent à leur équipe de terminer meilleure attaque de la ligue, rien que ça. Il faut dire aussi que c'était létal. Ok, Hardaway n'était qu'un rookie et il n'était pas forcément un super scoreur à ses débuts. Mais peu importe, le gars avait un handle de fou, il était super rapide et surtout il savait exactement comment trouver Chris et Mitch qui étaient capables d'enfiler les paniers comme des perles. Tout pour l'attaque. Préparez nos troupes à l'attaque. Et pas de quartier. Ouais, j'imagine que ça devait être sacrément spectaculaire, mais est-ce que ça gagnait des matchs au moins? Eh bien soyons honnêtes, pas trop lors de la première saison qui se termina sans playoff. Voilà pourquoi je vais plutôt insister sur la saison 1990-1991. Déjà elle a commencé sur les chapeaux de roue. Lors du premier match de cette campagne, les Warriors réussirent à battre les Nuggets sur un score de 162 à 158. Ouais, vous avez bien entendu, 320 points marqués dans un match sans aucune overtime. Aujourd'hui encore, il s'agit de la confrontation la plus prolifique de l'histoire sans prolongation en NBA. C'était un
truc de malade, le trio termina la saison avec 71 points de moyenne, avec chacun des membres du Run TMC à plus de 22 points par match. La progression notable d'ailleurs vient de Tim Hardaway, qui de 14 points par rencontre a augmenté sa moyenne à 22,9, lourd. Et cette fois-ci surtout, la saison des Warriors s'est bouclée sur un bilan de 44 victoires, soit le meilleur depuis 9 ans. Ah yes, et j'imagine qu'ils ont fait de gros playoffs ensuite. On y vient, 7ème à l'ouest, les Warriors affrontent les Spurs 2ème de David Robinson. Autant dire qu'ils ne sont pas favoris. Au match 1, les Spurs s'imposent d'ailleurs assez facilement, et plus personne ne donne cher de la peau des joueurs de Golden State qui n'ont clairement pas réussi à contenir les Texans. David Robinson, Rod Strickland et Willie Anderson terminent tous les trois leur match à 30 points ou plus, et ça sent mauvais pour la suite de la série des Warriors. Sauf que la tournure des choses changea vite. Grâce à un Run TMC au sommet de son art, les Californiens remportèrent les 3 matchs suivants et purent se qualifier pour le deuxième tour. Et oui, à l'époque, le premier tour se jouait au meilleur des 5 matchs. Alors même si au tour suivant, les Warriors en manque de défense s'inclinèrent face aux Lakers de Magic Johnson, cet upset face aux Spurs est resté dans les mémoires. Malheureusement, pour apporter de la défense à la team, Mitch Richmond fut échangé quelques semaines plus tard contre Billy Owens qui bénéficiait d'un profil plus adéquat. Soyons francs, ça n'a clairement pas aussi bien fonctionné. Du coup, au bout de seulement 2 ans, mais 2 ans légendaires de vie commune, le Run TMC fut démoli. Attends, tu disais que les Warriors avaient une très grosse histoire et une période de seulement 2 ans qui n'a pas passé en second tour, tu la mets si haut? Grave, et presque sans hésiter en plus, tellement le symbole est grand. La saison 1990-1991 est clairement l'une des plus marquantes de l'histoire de la franchise. Le spectacle fourni était fou et chaque match à domicile se jouait à guichet fermé. Alors ok, ça n'a jamais passé un second tour, mais la hype autour du trio était folle. Faut dire qu'avec un surnom comme ça, tout droit inspiré du groupe de rap Run DMC, les bases étaient parfaites. Tout le monde voulait son t-shirt à l'effigie des 3 joueurs des Warriors et crois-moi, les produits dérivés se vendaient comme des petits pains. Regardez, rien que le chocolat. Vous voyez le chocolat, le morceau de chocolat qu'ils ont mis, ils ont pas lésiné sur le chocolat. Alors ok, si on ne regarde que les résultats sportifs, classer cette période dans le top 6 peut créer le débat. Mais pour moi, le symbole à l'échelle de la ligue était si important qu'il fallait en parler. Et puis, vous le verrez probablement plus tard, les upsets, ça aide beaucoup pour rentrer dans la légende. On enchaîne direct avec la place numéro 5 et là on va revenir loin, très loin, en 1946 lors de la première saison de la NBA qui alors s'appelait BAA. BAA. Yep, Basketball Association of America, ça s'est appelé comme ça jusqu'en 1949. Mais bref, qui est-ce qui a gagné la toute première saison de l'histoire de la Grande Ligue? Je vous le donne en mille, les Philadelphia Warriors. Le franchise player de l'époque se nommait Joe Fulks, le tout premier scoreur de l'histoire. Avec une campagne à 23,2 points par match cette saison-là, c'est lui qui termina meilleur scoreur de la ligue. Le gars était une star, le premier pro à shooter à une main comme tout le monde le fait aujourd'hui. Dommage que l'alcool ait ruiné sa carrière car plus il voyait les années avancer, plus il voyait ses stats dégringoler. Faut dire aussi qu'à certains matchs, il est arrivé tellement bourré qu'il n'arrivait même pas à enfiler son maillot. Pour la petite histoire, notons qu'à 32 ans, après une saison catastrophique, il décide de devenir gardien de prison comme son père avant de se faire assassiner quelques années plus tard par son beau-fils dans l'anonymat le plus total. Triste sort quand même pour le premier meilleur scoreur de la ligue. Tellement, mais revenons en 1947 lorsque Fulks était encore à peu près sobre. Lors des playoffs, il porta littéralement sa team des Warriors sur son dos jusqu'au final. Là, il devait affronter les Chicago Stags et une nouvelle fois, ce fut un festival. Motivé comme jamais, l'ailier enchaîna les grosses perfs avec 2 matchs à 30 points ou plus et les Warriors s'imposèrent par 4-1. Notons quand même que lors du Game 5, malgré les 34 points de Fulks, ce fut très serré. Dans les dernières secondes, tout le monde s'attendait à ce que le scoreur sauve sa team, mais ce ne fut pas le cas. Par contre, Howie Dalmar prit ses responsabilités, mit le panier de la victoire et le match fut remporté sur un score de 83 à 80. La première saison de l'histoire se termina ainsi et la porte était désormais bien ouverte pour le futur. Bon alors ok, précisons quand même qu'à l'époque, il n'y avait que 11 équipes dans la ligue et que le basket se jouait bien différemment. Voilà pourquoi d'ailleurs, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas trouvé de place dans le top du jour pour le titre de 1956 remporté par une équipe menée par le duo Paul Arizin-Neil Johnston dans une ligue composée de seulement 8 teams. Ouais, ça reste un titre mais c'est moins légendaire que d'autres choses pour moi. Ceci dit, pour revenir en 1947, remporter le tout premier titre d'une ligue qui ensuite est devenue si bankable que la NBA représente pour moi un symbole extraordinaire. Voilà pourquoi, malgré ce côté préhistoire du basket, j'offre à ce moment la 5ème place de mon classement. Vient maintenant un moment formé autour d'un autre upset, un upset légendaire, peut-être l'un des plus beaux de l'histoire de la Grande Ligue. Oh mais t'avais fait une vidéo à ce sujet, non? Yep, même si à cette époque-là c'était un peu la préhistoire de ma chaîne, cette fois-ci j'avais classé les plus beaux upsets all-time. Je vous laisserai aller voir à quelle place j'ai mis celui qu'on va aborder maintenant. C'est ainsi que je vous donne rendez-vous lors des playoffs 2007 au cours d'une période surnommée We Believe. Après 12 ans d'absence, les Warriors se qualifient enfin pour la post-season, mais que ce fut compliqué. Avec une équipe pleine de caractère composée de gars comme Baron Davis,
Davis, Stephen Jackson, Monta Ellis, Jason Richardson, Al Harrington, Matt Barnes ou encore Michael Pietrus, l'équipe de la baie d'Auckland réussit après une saison K1K à décrocher la 8ème place à l'ouest. Sauf que bon, en phase 2, au premier tour des playoffs, les Dallas Mavericks. Les Texans, derniers finalistes, venaient de réaliser une saison à 67 victoires autour du MVP Dirk Nowitzki. Tout le monde les imaginait déjà potentiellement champions. Pourtant, dès le match 1 à Dallas, les Warriors montrèrent les dents. Grâce à un BDD à 33 points, les Warriors firent l'exploit et prirent directement l'avantage dans la série. Je passe vite les 4 rencontres suivantes car chaque équipe s'imposa à domicile. Avant le match 6, les Warriors menaient donc par 3 victoires à 2. Ils avaient l'occasion de sortir les favoris devant un public surchauffé. Et de mémoire, jamais je n'ai vu des fans aussi bouillants. La salle toute jaune, les supporters tous debout, les slogans We Believe. Je me rappelle avoir suivi tout ça en direct avec un pote et ça nous a tellement marqué qu'on en parle encore quand on s'est au téléphone. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Face à l'intensité de ses fans, les Mavs finirent par craquer. Poussés par les 33 points de Stephen Jackson à 7 sur 8 à 3 points, mais aussi grâce à un 18-0 infligé à leurs adversaires dans le 3ème quart, les Warriors finirent ainsi par s'imposer easy sur un score de 111 à 86 devant des fans en transe. Ah ouais, ça devait être fort, mais j'espère qu'ils ont continué après le 2ème tour cette fois-ci. Et non, n'en parlons pas trop, car ils retrouvèrent le Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer et ce fut beaucoup plus compliqué. Malgré un assassinat en règle de Baron Davis sur Andrei Kirilenko, Golden State s'inclina par 4-1, mais pas grave. Une nouvelle fois, l'upset réalisé au premier tour reste pour moi beaucoup plus marquant que des titres préhistoriques. Surtout que derrière, en plus, il n'y a pas eu de playoff pendant 5 ans, mais vous inquiétez pas, j'en reparlerai plus tard de ça. Et tiens, petit fun fact avant de finir, vous savez qui c'était le coach de ces Warriors We Believe? Don Nelson. Le mec, après avoir coaché les Mavs où il avait probablement chopé des infos, était revenu du côté d'Auckland. Hashtag spécialiste des upsets. Entrons sur le podium et la place numéro 3 maintenant avec le titre de 1975. Devenus les Golden State Warriors en 1971 après avoir été appelés les San Francisco Warriors pendant 5 ans, l'équipe californienne s'apprêtait à vivre une saison mémorable. Après un début de carrière instable entre ABA et NBA, Rick Barry était revenu au pays. Scoreur devant l'éternel, l'ailier au caractère bien trempé semblait avoir à cœur de réaliser de grandes choses, et ça s'est vu. Après une saison sans playoff pour Golden State, Barry a profité du départ de Nate Sermon vers les Bulls pour prendre le lead et lâcher les chevaux. Auteur d'une saison à plus de 30 points par match, il permit à son équipe de remporter 44 victoires et de retrouver la post-season en tant que first seed de la conférence Ouest. Le premier tour face aux Sonics se déroula sans encombre, mais la finale de conférence disputée face aux Bulls, équipe dans laquelle était arrivé l'ancien local Nate Sermon, fut plus compliquée. Mais malgré un Bob Love très bon et très complet, l'équipe de la baie d'Auckland s'en tira tout de même en 7 matchs dans une rencontre se disputant jusqu'au bout du suspense. Attends, je t'arrête, comment ça se fait que les Warriors aient rencontré les Bulls en finale de conférence? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'équipe de Chicago appartenait à la conférence Ouest, mais parlons plutôt de la finale. Les Warriors allaient affronter une équipe des Washington Bullets au sommet qui sortait d'une saison magistrale à 60 wins. Il faut dire que la team menée par un trio Wes Unseld, Elvin Hayes, Phil Chénier faisait des miracles. Tout le monde voyait alors les hommes de la capitale comme favoris pour le titre. Notons aussi que pour la première fois de l'histoire, une finale voyait s'affronter deux équipes menées par deux coachs afro-américains avec Al Attles et Casey Jones. Ah oui, le symbole est beau, mais parle-nous plutôt du déroulement de la finale. Eh bien, dès le premier match à Washington, les Bullets tiennent leur rang. Ils mènent de 14 points à la mi-temps et semblent pouvoir s'accorder une victoire easy. Sauf que Rick Barry avec 24 points, mais surtout Phil Smith avec 20 points en sortie de banc en ont décidé autrement. Grâce à eux, les Warriors finirent par s'imposer après un match épique sur le score de 101 à 95. Mais la suite est encore plus intéressante. En fait, les Californiens, en raison d'erreurs dans le calendrier de la salle, ne pouvaient pas disputer les matchs à domicile chez eux à Auckland. La Ligue a alors demandé aux Bullets si exceptionnellement ils n'étaient pas d'accord de commencer les finales à l'extérieur pour que chacun puisse évoluer dans sa salle. Ils refusèrent et c'est un format 1-2-2-1-1 qui fut choisi. Pas hyper fair play tout ça. Du coup, dès le match 2, les Warriors furent obligés de recevoir leurs adversaires à San Francisco et non à la maison à Auckland. Et croyez-moi, ils avaient à cœur de les faire payer ces Bullets. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. Pourtant, dans ce match 2 encore, Washington prit très vite une avance de 13 points dans le premier quart. Mais Rick Barry n'allait pas se laisser faire. Le gars score 36 points et permet aux siens de s'imposer 92-91 grâce à un shoot dans les toutes dernières secondes, 2-0. Dans le match 3, même combat, Barry colle 38 points et les Californiens s'imposent à nouveau à SF, 3-0. Les Bullets commencent clairement à trembler. Du coup, de retour à la maison pour le match 4, les joueurs de la capitale avaient à cœur de faire bonne figure. Mais là, scénario inverse, ce sont les Warriors qui rapidement prennent une avance de 14 points. Mais poussés par leur public, les Bullets ne lâchent pas, ils défendent alors très physiquement sur Rick Barry qui les explose depuis le début de la série finale. C'est à ce moment-là que la tension monte réellement. Alors que l'ailier subit une grosse faute, son coach Al Attles le défend, il s'en va alors régler ses comptes avec Mike Riordan, auteur de l'attentat. Attends, c'est le coach qui est allé se battre ?
Parfaitement. Plus tard, on apprendra qu'il a fait ça volontairement pour éviter que ce soit Barry qui réagisse et soit exclu. Du coup, Attles s'est sacrifié et fut viré du match à la place de son joueur star. Ce fut le tournant du match. Les Warriors grignotent peu à peu leur retard et le money time s'annonce dingue. Les deux équipes se rendent coup pour coup, le suspense est à son comble et les erreurs se payent très cher. Là, on arrive à une dernière minute complètement hachée où les pertes de balles s'enchaînent et les mauvais choix aussi. Mais c'est finalement Golden State qui finit par s'imposer sur le score de 92 à 91 malgré un 2/5 de Butch Beard au lancer franc dans les dernières secondes. Le sweep est là. Wow, ils se sont fait déchirer tes boulettes favoris. On pourrait croire ça en regardant juste les feuilles de match, mais ce serait se planter. Aucune rencontre ne s'est jouée sur un écart de moins de 10 points et chaque money time fut ultra tendu. Par contre, ce qui est clair, c'est que Rick Barry était totalement au-dessus du lot. Il termine alors MVP des finales avec une moyenne de 30 points par rencontre. Du coup, en mixant cette performance au scénario assez mythique de cette série, ce titre de 1975 a une sacrée valeur à mes yeux. Voilà pourquoi il est sur le podium de mon classement du jour. En numéro 2, évoquons une performance individuelle de génie qui date du 2 mars 1962. Ce jour où, sous le maillot des Philadelphia Warriors, Wilt Chamberlain colla 100 points en un seul et même match. Retour sur ce moment unique. Le pivot entame sa 3e saison dans la ligue et jusque-là sa domination est folle. Lors de chacune de ses 2 premières campagnes, il a scoré plus de 37 points de moyenne par match, rien que ça. Mais la saison 1961-1962 est encore plus dingue. Le mec est inépuisable, il ne sort jamais et joue l'intégralité des 48 minutes de chaque rencontre. Le Big Dipper est alors sur des moyennes de points ahurissantes. Par exemple, pour finir le mois de février, il enchaîne 3 perfs mémorables, 67 points contre les Knicks, 65 contre les Hawks, 61 contre les Packers. Le pivot était une torche humaine. Ah bah tu m'étonnes, vu ce que tu dis, valait mieux pas se trouver en travers de son chemin à cette époque-là. Ça tu l'as dit, et lors du match suivant, ce fameux 2 mars 1962, les Warriors recevaient les Knicks dans une salle à moitié vide. Et ouais, les Eagles, équipe de foot US de Philly, jouaient en même temps, pas de bol. Pourtant, avec l'absence de Phil Jordan sur maladie, le seul pivot avec un peu de centimètres du côté des Knicks, un carnage de Wilt était clairement prévisible. Début de la confrontation et mauvais signe pour les New-Yorkais, Wilt pour une fois met ses lancers francs. Il commence alors avec un 9 sur 9 sur la ligne alors que d'habitude cette partie du jeu représente son principal point faible. À la fin du quart, les Warriors mènent déjà 42-26 et Wilt a collé 23 unités. La suite est un peu plus calme et alors que les Warriors mènent tranquillement, le Big Dipper rentre au vestiaire avec 41 points à son compteur. C'est là que Guy Rogers, leader vocal de l'équipe, eut une idée. Allez les gars, on donne tous les ballons à Wilt et on voit jusqu'où il peut aller. Tout le monde acquiesce ça et le reste appartient à la légende. À ce moment-là, les Knicks tentent tout, des prises à 3, des prises à 4 et même à 5. Le pivot, trop grand, trop long, trop lourd, est inarrêtable et enquille 28 points de plus dans le 3e quart. Son total est déjà à 69. C'est là que le speaker demande à tout le public d'encourager la star pour qu'il atteigne les 100 points. Le mec, à chaque panier marqué, fait un décompte au micro. Sauf que malgré tous les hurrahs, il faut aussi ouvrir les yeux. Le pivot, hyper sollicité, commence à s'épuiser. Surtout qu'en plus, les Knicks ne supportent absolument pas de vivre une telle humiliation. Bien que mené de 25 points, ils décident alors de faire tourner la balle le plus longtemps possible en attaque pour réduire au maximum le nombre de possessions des Warriors. Puis en défense, leur stratégie est tout aussi claire. Faire faute sur tout le monde sauf sur Wilt afin qu'il obtienne le moins d'occasions possible de mettre des points. Ah ouais, c'est pas cool ça, mais comment il a fait pour atteindre les 100 du coup? Eh bien, c'est peut-être là que les New-Yorkais ont commis une erreur stratégique. Non seulement en raison du jeu haché, Wilt a pu se reposer, mais en plus les Warriors sont apparus 3 fois plus motivés. Ils se mirent donc à utiliser une stratégie inverse. Faire faute le plus vite possible sur les joueurs des Knicks afin de stopper le chrono et faire des passes lobées sur remise en jeu à Wilt afin qu'il score rapidement. Autant dire qu'en termes de fond de jeu, ce match devait être à gerber. Mais ça fonctionne et finalement à 46 secondes du terme, alors qu'il est entouré par les 5 joueurs new-yorkais sur le parquet, Chamberlain met son 100e point. Plus de 200 personnes envahissent alors le terrain et une pause de 9 minutes dut être marquée pour que le jeu puisse reprendre. Ça a dû plaire aux Knicks, ça. Lors des dernières secondes, Wilt, insolent, attend au milieu du terrain que le temps s'écoule, clamant à qui veut l'entendre que 100 points, ça sonne bien mieux que 102. J'avoue qu'il n'a pas tort, 100 points, vous imaginez 100 points. Même si ce jour-là, ses coéquipiers l'ont clairement aidé, notamment Guy Rogers, qui en plus d'être à l'origine de l'idée lui délivra 20 passes décisives, ce record semble tellement inaccessible aujourd'hui. Le truc est juste épique, y a pas d'autre mot. J'avoue, mais là au final, tu classes une performance individuelle dans un match de saison régulière avec un fond de jeu à vomir de ce que tu dis devant des titres, ça te gêne pas trop? Eh bien non, pour une simple et bonne raison. Lorsque j'ai commencé le basket, ma première question n'était pas de savoir qui avait remporté le titre en 1975, mais plutôt de savoir qui avait marqué le plus de points en un seul et même match. Et forcément, quand j'ai entendu que ce 3 mars 1962, un gars nommé Wilt Chamberlain en avait mis 100, c'est resté dans ma mémoire à vie. Cette performance individuelle, même si elle est sujette à quelques controverses, reste probablement la plus légendaire de toute l'histoire du basket. Voilà pourquoi aujourd'hui je la classe comme le 2e meilleur moment all-time des Warriors.
Mais en numéro 1, forcément, c'est une perf collective que j'ai décidé de mettre en valeur. Une performance collective qui s'est étalée sur la durée et qui pourrait même continuer. Bien sûr, je veux parler de la dynastie dorée des Warriors, entamée avec le titre de 2015. Sauf que les choses en vrai ont commencé bien avant. Voilà pourquoi j'ai inscrit la date de 2012 là-haut, alors rappelons un peu le contexte. Depuis sa draft en 2009, le jeune Stephen Curry est prometteur, mais il peine à percer en raison de soucis réguliers à ses chevilles. De plus, son association avec Monta Ellis est sujette aux critiques, les deux arrières se marchent sur les pieds et les Warriors n'arrivent pas à être performants. C'est ainsi qu'en mars 2012, Monta est transféré aux Bucks en échange d'Andrew Bogut. Beaucoup ont alors critiqué cet échange. J'avoue que c'est un peu logique, l'arrière sortait de 2 saisons de suite à 25 points par match. Franchement, c'est risqué de transférer comme ça son meilleur scoreur. Et pourtant, ce move permit au jeune Klay Thompson d'intégrer le 5 majeur. Bien plus complémentaire que son prédécesseur aux côtés de Steph Curry, le rookie surprit finalement tout le monde avec ses qualités de shoot. Et même si là, les playoffs ne furent pas atteints, la première pierre de cette dynastie fut posée. La suite eut lieu lors de la draft 2012 lorsque Harrison Barnes débarqua avec le 7ème pick accompagné du surprenant Draymond Green choisi en 35. Curry, Thompson, Barnes, Green, Bogut, même si c'est plutôt jeune, ont là notre ossature pour le futur. Dans ce contexte, Stephen Curry, bien accompagné par un David Lee de gala, assure. Le mec bat le record de paniers à 3 points marqués sur une saison avec 272 et les Warriors accèdent aux playoffs pour la première fois depuis 2007 et l'époque We Believe. Ah oui, je me rappelle, tu l'avais dit, ils avaient loupé les playoffs pendant 12 ans, après il y a eu We Believe et après ils les ont manqués à nouveau pendant 5 ans, c'est ça? Mais tu suis vachement aujourd'hui, je suis impressionné. Mais plutôt que de te flatter, je vais passer à la post-season des Warriors, je crois que c'est plus intéressant. Parce que là, pour marquer le coup, ils réalisèrent un nouvel upset, leur spécialité. 6ème de leur conférence, ils réussissent alors à éliminer les Nuggets 3ème en 6 matchs, lourd. Et même s'ils furent sortis au tour suivant par les Spurs dans une série très disputée, les Warriors et notamment Stephen Curry ont carrément marqué les esprits. Faut dire que ces 44 points au nez et à la barbe de Tony Parker lors du Game 1 avaient de quoi faire rêver. Allez, enchaînons après cette élimination et parlons de la saison suivante qui part sur des bases encore meilleures. Cette fois-ci, grâce notamment à l'arrivée d'André Iguodala, ils atteignent les 51 victoires en saison, mais dans une conférence ouest très relevée, ils finissent encore 6ème. Ils doivent alors affronter les Clippers 3ème au premier tour. Prêt pour un nouvel upset? Ça aurait pu, mais non, les Warriors sont passés tout près et luttèrent jusqu'au 7ème match. L'expérience de gars comme Chris Paul et Blake Griffin ou encore les ajustements tactiques de Doc Rivers ont sûrement fait la diff, dommage. Sauf que quelques jours après, tremblement de terre. À la surprise de tout le monde, lors de l'été 2014, les Warriors ne prolongent pas leur coach Mark Jackson et font signer Steve Kerr. Si aujourd'hui ça peut ressembler à un coup de génie, cela semblait beaucoup moins évident à l'époque. Pourtant, l'ancien meneur de jeu des Bulls a su faire exactement ce qu'il fallait. Quand Jackson était accusé de diviser certains membres de la team, Kerr lui les a soudés. Finalement, il manquait peut-être que ce petit coup de pouce pour que tous les joueurs de la team atteignent un niveau de confiance hallucinant. En janvier, Klay Thompson prend complètement feu avec 37 points en encartant. Draymond Green gagne sa place de titulaire devant David Lee, Stephen Curry termine MVP en battant à nouveau son record de triple et en enchaînant les missiles avec une insolence folle, et Golden State affiche avec 67 victoires le meilleur bilan de la ligue. Boum. La suite on la connaît. Les Warriors sortent tour à tour les Pelicans, les Grizzlies et les Rockets pour affronter en finale les Cavaliers de LeBron James. Et là faut se rendre à l'évidence, Cleveland ne peut pas lutter. Le King, orphelin de Kevin Love et Kyrie Irving, tous deux blessés, est bien trop seul. Du coup ça se termine sur un score de 4 victoires à 2 et les Warriors remportent leur premier titre depuis 40 ans. Mais vu que ça ne s'arrête pas là, parlons un peu de la saison suivante. La meilleure saison de l'histoire, c'est ça? Exactement. Avec 73 wins, les Warriors ont battu le record des Bulls de 1996 de 72 victoires qui semblait complètement inaccessible. Stephen Curry est sur une autre planète et remporte son 2ème trophée de MVP consécutif. Les Warriors débarquent alors en playoff avec un statut de méga favori. Sauf que cette fois-ci, c'est moins simple. La fatigue se fait ressentir et les hommes de Steve Kerr sont dans le viseur de tous leurs adversaires. Alors quand ils sont menés par 3 victoires à 1 contre OKC en finale de conférence, beaucoup ne donnent plus très cher de leur peau. Et pourtant, malgré un Kevin Durant énorme du côté du Thunder, le duo Stephen Curry-Klay Thompson assure avec en cumulé 58 points dans le match 5, 72 dans le 6, puis 57 dans le Game 7. Impressionnant. C'est donc sur cette dynamique de fou furieux que les Californiens atteignent à nouveau les finales, encore face aux Cavs qui cette fois-ci sont au complet. Sauf que vous l'imaginez, tout ne peut pas être rose tout le temps. Cette fois-ci, ce sont les Warriors qui mènent 3-1, et dans une série épique de chez Epic, c'est finalement à leur tour de s'incliner en 7 matchs. Mais j'espère que la retourne va
Va vite tourner. Ça, Francky, tu l'as dit, la roue tourne, va vite tourner. Car quelques semaines plus tard, les Warriors enregistrent la venue de Kevin Durant, MVP 2014, qui leur a donné tant de fil à retordre lors des finales de conférence. Oh, mais c'est cheaté là un peu. Ah là, c'est vrai que ça devient chaud, surtout que les Warriors semblent avoir appris de leur leçon. Désormais, ils s'économisent un peu plus en saison pour ensuite tout donner en playoff. Par 2 fois encore, ils rencontrent Cleveland et LeBron James dans la série ultime et par 2 fois, ils les battent. Kevin Durant est élu MVP des finales en 2017 et en 2018, pendant que les Warriors remportent leur 5e et 6e titre all-time, les 2e et 3e en 4 ans. Pas mal, non? Malheureusement pour les Californiens, les Raptors de Kawhi Leonard sont venus détrôner le champion l'année suivante. Alors bien sûr, les blessures de Klay Thompson et de KD ont peut-être faussé la donne, mais je ne veux rien enlever aux Canadiens. Ils ont gagné le titre, ils le méritent, mais revenons à la dynastie des Warriors. Parce que oui, je veux ajouter qu'à partir du moment où Durant est arrivé, seuls les Rockets de 2018 auront réussi à faire quelque peu trembler cette super team au complet en les poussant jusqu'au 7e match après avoir mené 3-2. En dehors de ça, jamais ils n'ont été en danger. Pendant cette période, toutes les autres équipes se sont faites écraser. Quand tous les cadres étaient au complet, les Warriors représentaient un vrai rouleau compresseur. Je vous liste même pas le nombre de victimes que ça a fait. En tout cas aujourd'hui, même si KD a désormais fait ses valises, je pense qu'il est trop tôt pour affirmer que cette Golden Dynasty est terminée. Et de toute façon, même si elle devait l'être, elle occuperait sans aucune contestation possible la première place de mon top du jour. Voilà pour ce qui est des Warriors, voilà pour ce qui est de mon deuxième opus des 6 meilleurs moments all-time de chaque franchise. Ça vous a plu, ce classement vous le validez? Faites-moi vos retours en commentaire. Et si vous avez kiffé, go voir la vidéo que j'ai faite à propos des Celtics la semaine dernière. Vous me direz qui selon vous possède les moments les plus légendaires entre ces deux équipes. Bref, sinon je le sais, je me répète, mais c'est essentiel. Si vous voulez permettre à la chaîne Le 6ème Homme de survivre au-delà de la date de juin 2021, let's go me soutenir sur Tipeee. Puis continuez à spammer Utip aussi, je ne remercierai jamais assez ceux qui l'ont fait et je ne peux que vous demander de continuer s'il vous plaît. C'est un travail de longue haleine, il ne faut rien lâcher, ce n'est pas juste un one shot et vous retrouverez tous les liens essentiels en description de cette vidéo. Si on s'y met tous ensemble, on y arrivera à passer ce cap. Tu t'enflammes là ou c'est moi? Oups, désolé. Pour garder un lien avec l'actu, participer à des quiz et débattre avec la commune passionnée, vous le savez, c'est sur Basket Info et Discord que ça se passe. N'oubliez pas non plus d'aller découvrir mes all-time teams sur Instagram, car bientôt les 12 joueurs des Warriors débarquent. Et pour finir, vous connaissez les bails. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un com, posez votre pouce bleu. Ça aussi, ça soutient et c'est important. Je peux compter sur vous? Je pense que oui, vu que vous êtes les meilleurs. À très vite. Ah